C'est l'histoire d'un voyage dans le temps, dans un pays où les îles comme les légendes se comptent par milliers. Ce pays, c'est la Grèce. Les 16 000 kilomètres de ce littoral sont parmi les plus morcelés d'Europe du Sud. Nous découvrons une terre chargée d'histoire, empreinte de mythes et de récits épiques qui ont structuré notre imaginaire. Notre voyage commence tout au nord du pays, au carrefour de l'Orient et de l'Occident. À la frontière avec l'Albanie et à seulement quelques kilomètres des côtes italiennes, nous voici sur l'île de Corfou. Corfou est la plus septentrionale des îles de l'archipel ionien. Dans l'Odyssée, Homère raconte le passage d'Ulysse sur cette île. Corfou, ou Kerkyra en grec, fut l'ultime étape de l'épopée d'Ulysse avant son retour à Ithaque. Ainsi, dès les premières bordées, notre voyage est marqué du sceau des divinités. Un voyage qui va nous faire explorer la côte est du Péloponnèse, puis la Crète et les Cyclades. Histoire de conquête, de tempête, en compagnie des dieux et des divinités. Sur la trace des légendes, nous faisons cap vers le sud. Et dans les pas d'Ulysse, une fois quittés les rivages de Corfou, nous faisons escale à Ithaque, terre mythique, toujours dans l'archipel des îles ioniennes. Après 20 ans d'absence, de périls et d'errance en mer Méditerranée, Ulysse retrouve enfin cette île dont il est le roi et sa femme Pénélope. Elle qui n'avait jamais cessé d'espérer, usant d'une grande ingéniosité afin de repousser ses nombreux prétendants. Mais laissons le héros de l'Odyssée à ses retrouvailles. Une petite embardée de quelques kilomètres vers l'ouest, et voici les rivages de l'île de Céphalonie. Une terre de solitude et de recueillement, en accord parfait avec cet incroyable monastère perché au-dessus de la mer. Ceux qui désirent une vie monastique viennent chercher réponse dans ces lieux mystiques. Comme si ici, à Céphalonie, le choc entre roc blanc et bleu profond du ciel et de l'eau poussait à la méditation. Pourtant, pas si loin, la civilisation est bien présente. Poussés par des vents pouvant dépasser les 100 km/h, nous prenons la direction de l'Est pour nous glisser entre la Grèce continentale et le Péloponnèse. Malgré des fonds marins friables et une profondeur de 65 mètres, nous tombons nez à nez avec un colosse aux pieds solidement ancrés dans le sol. Construit dans la région la plus sismique de Grèce, voici le pont d'Antyrion. Le cahier des charges et les chiffres liés à la construction de ce pont à haubans monumental sont impressionnants. 6 ans de travaux, une résistance à des secousses de plus de 7 sur l'échelle de Richter et 750 millions d'euros de budget. Résultat, une traversée du golfe de Corinthe en 5 minutes et par tous les temps, contre 45 minutes par le bac il y a peu encore. Sur la route d'Athènes, le golfe de Corinthe déroule une myriade de petites villes le long de sa rive ouest, au cœur d'une des régions les plus soumises aux tremblements de terre de toute l'Europe. Ici, 2 plaques tectoniques continuent à s'écarter de plus d'1,5 cm par an.
Et comme un défi de plus à ces soubresauts de la Terre, quelques dizaines de kilomètres avant Athènes, voici le canal de Corinthe. Contrairement au pont d'Antyrion, le canal finit de séparer la péninsule du Péloponnèse du reste du territoire grec. Reliant la mer Ionienne à la mer Égée, il permet aux navires d'éviter un long détour de 400 km autour de la péninsule. Mais il exige des capitaines des plus grands bateaux, habileté et précaution. Bien avant que des touristes en croisière puissent presque toucher du doigt ces impressionnantes parois, il aura fallu user de beaucoup de patience et d'ingéniosité. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, les bateaux étaient transportés par des chariots sur une voie dallée. Expérience peu satisfaisante aux yeux de l'empereur Néron, qui décida presque 7 siècles plus tard de construire un canal à cet endroit. Il inaugura les travaux à l'aide d'une pelle en or, mais l'envers de la médaille est moins brillant. En un an, 6000 prisonniers juifs s'y épuisèrent dans la sueur et le sang. Et le projet, jugé trop onéreux, fut finalement abandonné à la mort de Néron. Il faut attendre 1893 pour découvrir le canal de Corinthe tel qu'il est aujourd'hui. Nous quittons le continent, direction sud-est, pour regagner la Crète par la mer. En cours de route, petit détour par une île, véritable perle du golfe Saronique. Voici Poros, petite île vallonnée en forme d'olive, plantée de vignes et de jasmin. Un coin de paradis où la douceur de vivre est bien plus qu'une légende. Pétrie de lumière, de sel et d'eau turquoise, cette île enivre et pousse à une certaine béatitude tout estivale. Nous quittons Poros pour découvrir une côte sauvage et poursuivre notre remontée dans le temps. Nous filons sur la côte ouest du Péloponnèse, où souvent l'œil accroche église ou monastère. À l'extrême sud de la presqu'île, sur un rocher battu par les vagues et brûlé par le soleil, apparaît la citadelle de Monamvasia. Magnifique vestige d'une fortification byzantine et vénitienne. Un saut de puce sur l'île de Kythéria, où naquit la déesse de l'amour Aphrodite, juste avant le grand bleu de la mer Égée et une autre île, la plus grande de toutes, la Crète. Une traversée de 80 km direction sud, et la voici, la Crète. Un incroyable décor lunaire et arasé, peint d'ocre, de vert et de bleu. Un endroit unique, préservé, intact. Voici la plage de Balos, à l'extrême nord-ouest de l'île. Aux confins de l'Europe, dernière frontière rocailleuse avant l'Afrique, la Crète a toujours été un objet de convoitise. Étape incontournable vers le Proche-Orient, l'île fut ainsi occupée par les Vénitiens, les Turcs, et même les Allemands. Elle tombe dans le giron grec seulement en 1913. Mais la Crète reste un monde à part, depuis toujours farouchement défendue par son peuple. Et le relief de l'île est un atout, une arme supplémentaire.
Ainsi, dans l'ouest de l'île, se creusent les gorges du parc national de Samaria. Au cœur de la roche érodée, un sentier serpente sur une vingtaine de kilomètres, depuis les plateaux du centre jusqu'à la mer. Une position stratégique inviolable. Ces gorges ont souvent servi de cachette et de base de repli, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale. Le roi de Grèce, accompagné d'une partie de son gouvernement, fuit l'armée allemande à travers ces gorges. Arrivés sur la côte, ils sont évacués sur les bateaux de l'armée britannique qui défend l'île. Plus à l'est, sur la côte nord de l'île, voici la ville de Réthymnon, construite autour de la forteresse. Une crête douce et empreinte de tradition. Nous sommes enfin au cœur de la mythologie grecque, dans cette crête, île des dieux et berceau de nombreuses légendes. Rappelez-vous, la légende du Minotaure, le fil d'Ariane, les ailes d'Icare. Et puis nous sommes sur les terres de Zeus, dieu suprême des Grecs et des Latins, né ici, au cœur de l'île, sur les pentes du mont Ida. Exceptionnellement dégagé ce matin-là, le voici le sommet, culminant à près de 2500 mètres. Mais les divinités semblent un peu avoir abandonné cette montagne pelée et aride. Le mont Ida n'est plus fréquenté que par quelques randonneurs qui se protègent du vent dans ces cabanes de bergers. Nous quittons la Crète pour regagner le cœur de la mer Égée et ses îles aux allures de petits paradis. Voici l'archipel des Cyclades. Bien que très prisé de l'industrie touristique moderne, l'archipel ne fait pas exception à la règle en matière de mythes. La légende de l'Atlantide serait née sur ces terres, plus précisément dans le petit archipel de Santorin. Au centre de Santorin se dresse un volcan, dont la caldeira est bordée de ces magnifiques petits villages blancs qui ont fait la renommée de l'île. Tira, Oia, Akrotiri. Akrotiri était l'un des ports majeurs de la mer Égée à l'âge du bronze. Mais il y a environ 3600 ans, un terrible tremblement de terre, suivi d'une éruption volcanique, met fin à l'hégémonie de la ville. Tel Pompéi, Akrotiri est enfoui sous les cendres. La secousse est telle que Santorin semble se disloquer et une grande partie de l'île disparaît sous les flots d'un raz-de-marée qui dévaste même la côte nord de la Crète. De nombreux savants voient dans ce cataclysme l'événement ayant inspiré Platon pour sa parabole sur la disparition de l'Atlantide. Si les retombées de cendres volcaniques stérilisent le sol de l'île pour de nombreuses années, l'éruption donne naissance aux îlots avoisinants. Bien qu'on ne redoute plus aujourd'hui une telle catastrophe, les habitants gardent un œil sur leur volcan, qui lâche parfois quelques fumerolles. Alors on va plus loin, vers l'ouest, sur une île à l'écart des circuits touristiques, car plus austère. À mi-chemin entre Athènes et la Crète, voici Milo. Île d'Aphrodite, la déesse de l'amour, île des couleurs, île volcanique et minérale aussi. L'histoire de Milo est liée à la richesse de son sous-sol en soufre, pierre-ponce, argile ou perlite. L'île vit encore de ses ressources minières,
Et les carrières grignotent Milo un peu plus chaque jour, laissant parfois des trous béants dans le paysage. Sur la côte sud, plus préservée, il y a ces calanques de marbre battus par les vents. C'est dans ce marbre que fut certainement sculptée la plus célèbre personnalité de l'île, Vénus, la célèbre Vénus de Milo. Cette statue d'Aphrodite, chef-d'œuvre de l'art hellénistique, fut découverte au XIXe siècle par un paysan qui labourait son champ. Elle est aujourd'hui exposée au Louvre. Sur la côte nord de l'île de Milo, de très nombreuses grottes marines servent de refuge à quelques phoques-moines de Méditerranée, espèces menacées d'extinction. Une côte sauvage et rude, usée par les tempêtes. Et toujours ce vent, le Meltem, qui se lève en milieu de matinée et ne faiblit qu'au coucher du soleil. En route vers d'autres terres méconnues. Dans la calanque de Polyégos, des eaux couleur de pierres précieuses, où les poissons prennent des reflets d'émeraude et de saphir. On comprend que les dieux aient élu domicile dans ces régions. Nous sommes repartis, vers l'est cette fois-ci. Un itinéraire en zigzag nous mène à Amorgos. Elle est bien connue cette île, tout en pics rocheuses et en golfe. Amorgos, c'est l'île du film Le Grand Bleu. À 300 mètres au-dessus de la mer, le monastère de Osaviotissa, une des plus anciennes et des plus importantes constructions byzantines des Cyclades, dont la fondation remonterait à 1017. Bien que mesurant parfois à peine 1,50 m de large, le monastère pouvait abriter une centaine de moines. En 1990, il n'était ici plus que 2. À portée de ferry, au nord d'Amorgos, se dresse la plus grande île des Cyclades, Naxos. Déjà, Hérodote parlait de la prospère Naxos. Fruits, légumes, huile d'olive, fromage et vin y sont produits depuis les temps anciens. Des ressources en eau rares dans ces régions et une terre riche ont permis à Naxos de vivre en autarcie grâce à son agriculture. Point de marin sur cette île. À l'inverse, les artistes y étaient nombreux et parmi les plus réputés de la Grèce antique. Ils furent les artisans du sanctuaire d'Apollon à Délos et du Sphinx de Delphes. Et cette réussite, ils la doivent sûrement à une autre grande richesse renfermée dans le sous-sol de Naxos, du marbre et de l'émerie, le premier servant à sculpter et le second à polir les œuvres. La mythologie est partout présente dans l'île, jusque sur l'îlot de Palatia, où subsiste aujourd'hui un célèbre portique, le portail du temple d'Apollon, datant du VIe siècle avant Jésus-Christ, entrée monumentale d'un temple qui resta inachevé.
Continuant notre route vers le nord, nous faisons escale sur l'île de Délos, plus grande place méditerranéenne pour le commerce du blé et des esclaves. Délos fut même le siège de la Ligue maritime fondée par Athènes, marque de sa puissance passée. Île cosmopolite par excellence, on y construisit plus de sanctuaires égyptiens que partout ailleurs en Grèce, et même la première synagogue. Aujourd'hui, seuls les archéologues peuvent séjourner sur l'île. Alors pour surprendre ces lieux dans une relative accalmie, il faut attendre la tombée du jour et se laisser bercer par l'histoire des pierres du sanctuaire d'Apollon ou de l'allée des 9 lions en marbre de Naxos. Nous ne sommes plus très loin d'Athènes. Quelques kilomètres vers l'ouest, dernière escale dans l'archipel des Cyclades, voici Syros, une île à l'histoire mouvementée. Au 5e siècle, les Phéniciens s'installent sur Syros. Mais contrairement aux Grecs qui cherchaient des terres à cultiver, les Phéniciens transforment l'île en une force commerciale en y implantant de nombreux ports. Les invasions successives ont modelé cette île. La présence des Perses, des Vénitiens, des Ottomans puis des Russes et même des Français a considérablement façonné le profil de Syros, et notamment sa capitale, Hermopouli, dont l'architecture porte les traces de ces différentes cultures. Tous ces immigrés construisent au fil des ans cette ville mosaïque, centre commercial et culturel, plus grand port de Grèce jusqu'au percement du canal de Corinthe. Nous quittons les Cyclades. Il y aurait tant d'autres îles à explorer. Pour revenir sur le continent. Nous voici au cap Sounion, tout près d'Athènes. Les anciens l'appelaient la pointe sacrée. Cette extrémité du cap Attique, avec comme un point final le temple de Poséidon. Depuis toujours, le cap Sounion attire les voyageurs du monde entier. Bâti au 5e siècle avant Jésus-Christ, il ne reste du temple de Poséidon que ses colonnes doriques au marbre veiné blanc de plus de 6 mètres de haut. Depuis l'esplanade du temple, croyant son fils tué par le Minotaure, le roi Égée se serait jeté dans la mer, lui donnant ainsi son nom. Nous touchons la fin du voyage. À seulement 50 km du cap, s'étend l'impressionnante ville d'Athènes. Si la ville antique tenait autrefois tout entière au pied de l'acropole, Athènes est aujourd'hui une mégapole moderne, construite sur un plan géométrique. Fourmilière tentaculaire de près de 4 millions d'habitants. Mais un coup d'œil dans le rétroviseur nous rappelle qu'Athènes est surtout le centre culturel de la Grèce classique. Sa conception du beau et du bon a influencé durablement le reste du monde grec, puis romain et enfin l'Occident. C'est également à Athènes que sont nées la démocratie et la philosophie. Pour finir, sur un plateau rocheux dominant la mégapole, contrastant avec les alignements d'immeubles sans fin, un sanctuaire considéré comme le plus grand chef-d'œuvre de l'art grec classique, l'Acropole.
n'avait jamais cessé d'espérer, usant d'une grande ingéniosité afin de repousser ses nombreux prétendants. Mais laissons le héros de l'Odyssée à ses retrouvailles. Une petite embardée de quelques kilomètres vers l'ouest, et voici les rivages de l'île de Céphalonie. Une terre de solitude et de recueillement, en accord parfait avec cet incroyable monastère perché au-dessus de la mer. Ceux qui désirent une vie monastique viennent chercher réponse dans ces lieux mystiques. Comme si ici, à Céphalonie, le choc entre roc blanc et bleu profond du ciel et de l'eau poussait à la méditation. Pourtant, pas si loin, la civilisation est bien présente. Poussés par des vents pouvant dépasser les 100 km/h, nous prenons la direction de l'Est pour nous glisser entre la Grèce continentale et le Péloponnèse. C'est l'histoire d'un voyage dans le temps, dans un pays où les îles comme les légendes se comptent par milliers. Ce pays, c'est la Grèce. Les 16 000 kilomètres de ce littoral sont parmi les plus morcelés d'Europe du Sud. Nous découvrons une terre chargée d'histoire, empreinte de mythes et de récits épiques qui ont structuré notre imaginaire. Notre voyage commence tout au nord du pays, au carrefour de l'Orient et de l'Occident. À la frontière avec l'Albanie et à seulement quelques kilomètres des côtes italiennes, nous voici sur l'île de Corfou. Corfou est la plus septentrionale des îles de l'archipel ionien. Dans l'Odyssée, Homère raconte le passage d'Ulysse sur cette île. Corfou, ou Kerkyra en grec, fut l'ultime étape de l'épopée d'Ulysse avant son retour à Ithaque. Ainsi, dès les premières bordées, notre voyage est marqué du sceau des divinités. Un voyage qui va nous faire explorer la côte est du Péloponnèse, puis la Crète et les Cyclades. Histoire de conquête, de tempête, en compagnie des dieux et des divinités. Sur la trace des légendes, nous faisons cap vers le sud. Et dans les pas d'Ulysse, une fois quittés les rivages de Corfou, nous faisons escale à Ithaque, terre mythique, toujours dans l'archipel des îles ioniennes. Après 20 ans d'absence, de périls et d'errance en mer Méditerranée, Ulysse retrouve enfin cette île dont il est le roi et sa femme Pénélope. Elle qui, malgré des fonds marins friables et une profondeur de 65 mètres, nous tombons nez à nez avec un colosse aux pieds solidement ancrés dans le sol. Construit dans la région la plus sismique de Grèce, voici le pont d'Antyrion. Le cahier des charges et les chiffres liés à la construction de ce pont à haubans monumental sont impressionnants. 6 ans de travaux, une résistance à des secousses de plus de 7 sur l'échelle de Richter et 750 millions d'euros de budget. Résultat, une traversée du golfe de Corinthe en 5 minutes et par tous les temps, contre 45 minutes par le bac, il y a peu encore.
Sur la route d'Athènes, le golfe de Corinthe déroule une myriade de petites villes le long de sa rive ouest.